fais pas de tennis comme d'habitude. tu sais, Je prends, je donne. Ça en fait de la poussière. Ça en fait de la poussière. Ça en fait de la poussière. Denis Aubert, bonjour. Bonjour Damien Poinsard. Bienvenue. Bienvenue sur la chaîne de Théalingua. On fait en ce moment une émission qui s'appelle Ça en fait de la poussière. Voilà, où on essaye d'explorer la pratique théâtrale et je fais quelques interviews avec des gens que j'aime bien, dont toi. Eh bien, merci beaucoup de m'accueillir. Eh ben, j'en suis très heureux. J'en suis très heureux. Alors, j'ai plein de questions à te poser. J'aimerais qu'on parle du savoir de la pratique théâtrale, le savoir chaud, pas le savoir théorique, le savoir chaud. Qu'est-ce qu'on fait dans un cours de théâtre? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les enjeux qu'il y a et les émotions? T'es d'accord? Avec plaisir. Eh ben, c'est super. Première question, est-ce que tu peux te présenter succinctement et nous dire ce que tu fais ici sur cette planète? Chic planète. Eh bien, je suis entre autres directeur artistique de la LIBER, la Ligue d'improvisation de Berlin, Tout à fait. qui fait des matchs d'improvisation franco-allemand et d'autres types de spectacles en Ok. français, en allemand et dans plein de langues. Ok. Et à part ça, je suis aussi à Théalingua, donc qui accueille cette chaîne. On se connaît bien. Oui, et je fais des projets théâtraux dans les classes D'accord. pour apprendre le français par le théâtre. Ouais. Et en plus, je suis traducteur. Voilà, français, allemand, anglais. Français, allemand, anglais. Et je fais des choses voilà, très sérieuses aussi. Mais pas seulement. Super. Merci beaucoup. Quand t'es venue l'idée de faire du théâtre, d'où ça vient? Est-ce que tu te souviens d'un jour, d'un moment, d'une heure, d'un instant où tu t'es dit « Oh oh, il y a quelque chose à faire là, il faut que je monte là sur cette scène ». Est-ce que t'as un truc à nous raconter? Oui. J'ai eu des moments... j'ai beaucoup aimé le cinéma. Et j'aime beaucoup le cinéma, toujours, les Ouais. films. Et je me suis souvent dit en regardant des films « Ah, mais je serais vachement bien là. Je pourrais faire ça moi aussi. » Tu te voyais? Ah, mais je me voyais pas quand je voyais Tom Cruise. Mais je me disais « Mais moi aussi, je pourrais faire ça. » Ça a traîné longtemps à l'arrière de ma tête. Ouais. Mais c'est que très tard que j'ai commencé à en faire vraiment. C'était pendant un stage, enfin c'était pas pendant un stage, c'était pendant mon année Erasmus à Berlin. Donc Ouais. c'était à l'étranger que j'ai commencé à faire du théâtre. Il y a une prof qui est rentrée dans mon cours de langue, mon cours d'allemand, et qui a dit j'organise un atelier de théâtre avec des étrangers qui veulent jouer en allemand. Voilà, donc je cherche des participants. Non, elle cherchait des spectateurs à vrai dire, et moi j'ai dit moi j'aimerais bien participer. Elle a dit, ben viens à une répétition, elle s'appelle Sigrid et elle travaille à Berlin. Et c'est ici que j'ai commencé à faire du théâtre. Et la première fois que j'ai fait du théâtre, mis à part une expérience mémorable comme Louis XVI à 9 ans, ça c'était il y a très T'as longtemps. fait Louis XVI à 9 ans à J'ai fait l'école. Louis XVI à 9 ans, ouais, parce que c'était le On t'a coupé la bicentenaire tête. de la Révolution française. On t'a coupé la tête. On n'est pas allé jusqu'au moment où on coupait Ok. la tête, mais c'était quand même très implicite que ça allait arriver. Donc ça c'était ma première expérience, qui était très bien aussi, mais c'était un peu différent. Bref. Donc c'est Sigrid, c'est ça? Sigrid. Sigrid qui est Sigrid rentrée dans cette Kristoffer. classe et c'est elle qui t'a convaincu. J'étais déjà convaincu depuis longtemps, j'attendais le moment où T'attendais quelqu'un allait me quelque tendre une chose. perche en fait. Ok. Et la perche elle est arrivée ce jour-là, elle est arrivée en allemand. Donc la première scène que j'ai faite dans un atelier de théâtre, on a dit vas-y on va faire une improvisation. C'était en allemand, avec une italienne, folle, qui est devenue une grande amie. On en parlera après. Ok. Voilà. Enfin, je sais que tu as fait aussi quelques tournages de cinéma. Oui. Donc c'est arrivé après ça? C'est arrivé avant? Comment c'est arrivé? Après, c'est arrivé un moment où j'ai repris pas mal de théâtre et tout est arrivé d'un coup. J'avais envie et besoin de refaire du théâtre. J'en avais pas fait pendant plusieurs années. Ouais. Et je me suis inscrit à un atelier d'improvisation dirigé par Marjorie Nadal. C'est comme ça que j'ai retrouvé pied dans le théâtre. Ouais. C'était en français et en allemand et ça me plaisait forcément. Et je cherchais ça et pendant cette année, on m'a proposé, notamment là, on m'a proposé un premier rôle dans une comédie, ce qui était assez inattendu. Mais et du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, c'était des gens qui me connaissaient parce que je leur racontais des choses qui ne les faisaient rien. Et D'accord. ils m'ont dit,
Eh ben, on n'a plus d'acteur principal. Ça te dirait de. Ils t'ont pris parce que c'était en franco-allemand, ce film, c'est ça. Et il y avait aussi cette histoire de il y avait aussi cette histoire de langue. Eux, ils étaient américains, donc ils comprenaient rien à ce qu'on disait. Mais ils avaient écrit un scénario en anglais. Ils l'avaient fait traduire en français et en allemand. Ok. Et je jouais dans les deux langues. Voilà. Et c'était une comédie à Berlin. Fantastique, super. Non seulement tu fais l'acteur, mais tu es aussi coach. Oui. Je ne sais pas si tu l'as bien spécifié, tu l'as pas spécifié. Donc tu es coach de théâtre, tu es MC pour les matchs d'impro. Ça veut dire que tu diriges un groupe. Oui. Aussi bien sur l'énergie du groupe que sur les choses pratiques et concrètes des techniques théâtrales et techniques d'improvisation. Le tout en franco-allemand. Oui, c'est ça. C'est ça. On a donc à la Libère, Ligue d'improvisation de Berlin, c'est une appellation que j'ai donnée au bout de quelques années parce que je voulais que ce groupe d'improvisation s'inscrive dans une longue tradition qui existe en France de ligue d'improvisation et de matchs d'improvisation. Et à la Libère, on fait des ateliers hebdomadaires. Donc toutes les semaines, il y a des improvisateurs qui se retrouvent, un groupe, deux groupes, trois groupes, pour faire de l'improvisation en français et en allemand. Et tu diriges ? Voilà, je suis coach d'improvisation et je dirige ces ateliers, en partie en tout cas. Donc avec des collègues. Avec des collègues, oui bien sûr, vous n'êtes pas tout seul. Mais donc maintenant vient ma question. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un exercice d'échauffement que tu fais régulièrement et qui te plaît ? Mais tout à fait. Vas-y. Un exercice, c'est vraiment un basique, mais que je fais tout le temps et on peut avoir pas mal de variantes dessus, qui est le je prends, je donne, tout simplement. Ouais. Que tu connais certainement. Je connais, on n'a encore pas fait de vidéo là-dessus, mais vas-y, alors donc vas-y, elle sera là. Je prends, je donne, c'est la base de tout. C'est un exercice tout simple, on est tous en rond, oui. Tous en cercle, debout, oui. Et on se passe de l'énergie. Donc on donne un clap, on se regarde en même temps, et on donne de l'énergie à son partenaire. Le partenaire la reçoit et la redonne au suivant. D'accord. Ça, c'est la version je suis très lent et un peu endormi. En tout cas, je suis à l'écoute, mais je suis quand même pas très rapide. Au fur et à mesure, ça s'accélère. Et le but du jeu, c'est de se passer vraiment l'énergie comme ça et de se surprendre au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va changer de direction, on va passer à travers le cercle, etc. etc. Ça, c'est le niveau 1 de cet exercice. Au niveau 2, un joueur, ou plutôt un partenaire de jeu, est joué par deux joueurs. Il y en a un qui prend et l'autre qui donne. Ok. D'accord ? Et ce joueur, en deux personnes, et chacun responsable de l'autre. C'est-à-dire que si celui qui est là m'a envoyé à moi la balle, c'est à moi de la prendre et ça va être à mon partenaire de la renvoyer. Oui. Si lui il reçoit la balle, mon partenaire va prendre et ça va être à moi de renvoyer. Oui. Et c'est un exercice passionnant parce que déjà, il faut être très vif au départ pour suivre où est la balle, où est-ce que ça va. Et en plus, là, on est deux, c'est-à-dire qu'il faut faire une confiance aveugle quasiment à son partenaire. Et après, on se disperse dans le cercle et on est toujours deux, ou toujours un. Ah, c'est-à-dire qu'au niveau 3 de ça, je reçois la balle et mon partenaire qui est à l'autre bout du truc est chargé de la renvoyer, sans que je lui fasse de signe spécial. Donc, on est ensemble, mais pas au même endroit. On est ensemble, mais pas au même endroit. On est un, mais on est séparés dans l'espace. Ce qui arrive souvent. Ouais. Je sais pas. Ce qui arrive souvent, c'est un exercice d'écoute et de vivacité que j'aime beaucoup et qui contient des milliers de variantes en soi. Et quand on le fait bien, parce qu'il y a toujours les exercices et comment on les fait, et quand on les fait bien, il y a une émulation qui monte aussi. Voilà. Ça donne de l'énergie, enfin je le fais aussi beaucoup, ça donne de l'énergie et je pense aussi que c'est un exercice pour faciliter la communication parce qu'on est obligé d'avoir ces deux rapports dans la communication, le rapport de celui qui donne et la responsabilité de voir que à qui on le donne, il doit le recevoir. Donc on ne fait pas que donner, on fait aussi recevoir. Absolument, et c'est une base du théâtre évidemment et puis de l'improvisation, de faire des offres, de faire une proposition. Ma proposition est très simple, c'est celle-là, je te passe la balle et d'être en mesure de la recevoir, d'être suffisamment attentif pour recevoir la proposition. De dire, ok, je t'ai vu, je prends ce cadeau et je le passe à quelqu'un d'autre. Il faut que ça vive, donc je le passe à quelqu'un d'autre. Et c'est effectivement ma responsabilité d'abord de donner
la responsabilité principale, entre guillemets, c'est de la donner bien. C'est-à-dire qu'il faut que je te donne à toi, et tant que tu m'as pas vu, je vais rester comme ça aussi. C'est à toi, Oui. c'est à toi que je te donne. Je suis là, je te donne. Les gamins se hurlent dessus. Ouais. Je te la donne. Ou alors, ça les intéresse pas et ils font. Oui. Et là, le jeu meurt. Le jeu meurt, absolument. Et on est là pour que ça joue. C'est un jeu sur l'énergie. Ouais. Ok, super, c'est très bien, je suis ravi. Tu peux nous donner un exercice pour se concentrer? Donc je sais pas si oui, un exercice pour se concentrer qui est très simple mais que j'aime beaucoup consiste à se mettre à nouveau en cercle Oui. et sans se regarder à compter pas ensemble mais à tour de rôle jusqu'à 10 ou jusqu'à 20. Ok. On va compter le plus haut Donc on se possible. met en cercle, je dis 1, tu dis 2, dis 3, ouais. On est tous en cercle, on peut en général je préfère qu'on se regarde pas moi plutôt, qu'on regarde plutôt vers le centre du cercle. Ok. On s'écoute simplement. Et il y en a un qui va commencer à compter. Et les autres vont continuer. 1. Puis il y en a un qui va peut-être dire 2. Puis 3. Et ça met une tension et une attention énorme, puisque évidemment, si 2 personnes disent en même temps le même chiffre, Ça explose. on redescend à 0. Ah, ok. On recommence. On commence, ok. Jusqu'à ce qu'on y arrive. Mhm. Donc, suivant les groupes, on peut donner des objectifs relativement faciles à atteindre ou très élevés. Donc, Ok. on peut y passer 30 secondes si ça se passe très bien, ou 10 minutes. Puisqu'il faut arriver à ce niveau-là. Et c'est un exercice sur l'écoute et sur la concentration qui est que j'aime beaucoup parce que il y a une grande tension et en même temps il faut se souvenir de respirer parce que sinon tout le monde est... Et c'est pas non plus le type d'attention et de disponibilité qu'on veut. Voilà, et c'est un exercice de groupe un peu magique, parce qu'on se dit non mais ça va jamais marcher, on va jamais pouvoir faire ça. Et en fait on peut monter très haut, avec des groupes très petits. Je l'ai fait personnellement avec un très gros groupe, et en allant très très loin, et c'était dans plusieurs langues. Donc c'était un rassemblement universitaire, et il y avait en fait si tu comptais pas, toi tu savais pas, comme il y avait tellement de langues, tu ne savais pas à quel numéro on en était. Et ça marchait, ça marchait très très loin. Et l'idée c'était de s'affirmer comme un guerrier. Ok, troisième exercice, un exercice pour la voix. Ah oui, alors là je me suis posé la question, l'exercice sur la voix. Oui, parce que je t'ai donné un peu 2-3 questions. Oui, mais j'en fais vraiment très peu. Il y a des exercices, je te fais l'exercice auquel je pense et tu me dis parce que c'est un peu long. C'est un exercice qui est un exercice qu'on fait souvent avant les matchs, avant de jouer, Ouais. et qui consiste simplement à se positionner sur le plateau, donc sur la scène, face au public, à s'installer bien dans le sol et à commencer par respirer, puisque la voix c'est d'abord et beaucoup de la respiration. Vraiment à sentir la respiration, descendre dans le ventre, sentir que quand on inspire, ça va dans le ventre, on respire, ça ressort, très bien. Et au fur et à mesure, on va monter avec des sons. Et les sons vont commencer par sortir bouche fermée. Le but du jeu, c'est vraiment et de projeter ce son, voilà, à l'expiration, de projeter ce son, mais bouche fermée pour ménager sa voix justement, et pas tout de suite partir dans le fort, et à projeter ça de plus en plus fort, à projeter ça vers le fond de la salle, de plus en plus fort, de plus en plus loin, jusqu'à ce qu'on passe vraiment à des sons plus articulés, à des sons plus, ça peut être long, des A qu'on va projeter loin, voilà, ça. Okay. Et ça se fait en général avec un meneur qui est en face, loin un peu, qui est dans le public et qui voit jusqu'où ça va et qui peut aussi demander à ce que ce soit plus fort et qui donne les pistes. Donc vraiment on ne se concentre pas du tout sur ce qu'on dit parce que c'est souvent donné par le meneur. On répète simplement et ça permet de prendre et de s'installer dans la salle avant un spectacle. De gérer l'écho aussi de la salle. De sentir, je suis simplement tout seul sur la scène, jusqu'où ça va, jusqu'où, quand j'essaie de projeter vraiment jusqu'au fond de la salle, est-ce que j'ai l'impression moi déjà d'y arriver? Je vais essayer de te parler de ton rapport aux langues étrangères.
Donc tu es français, tu fais du théâtre en français, en allemand, peut-être dans d'autres langues que je ne connais pas. Tu as dit que tu étais traducteur. Ton cerveau, il est constamment d'une langue à une autre. Et je voudrais un petit peu essayer de connaître ton rapport aux langues. Qu'est-ce que tu en fais, comment tu le gères. Et surtout, une fois que on aura défini ça, le rapport avec le théâtre. Il y a quelque chose autour de quand on joue en langue étrangère qui est très, très bizarre. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des gens qui n'étaient pas de ma langue maternelle, mais à qui je faisais travailler des textes de ma langue maternelle. Et on voit qu'il y a un certain décalage, il y a un certain... comme une métaparole ou quelque chose d'un peu un peu en dessous, en tout cas décalé par rapport à dire quelque chose dans sa langue maternelle, comme quand on parle dans une langue étrangère. Voilà, ma question est très confuse. Je te rappelle d'abord ton rapport aux langues et après, qu'est-ce qu'on en fait au théâtre? Si je peux te demander de préciser d'abord la question sur mon rapport aux langues, qu'est-ce que tu entends par mon rapport aux langues? Comment ça marche dans ton cerveau quand tu passes d'une langue à l'autre? Comment ça marche quand est-ce que c'est instinctif? Est-ce que t'es habitué? Est-ce qu'il y a des choses que tu penses dans une langue et pas dans l'autre? Est-ce que c'est des lieux qui te font faire le rapport de langue? Au travail, tu parles en allemand. Quand tu es avec cette personne-là, tu parles en anglais. C'est très vaste comme question. C'est très vaste, ouais. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Oui. Il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai toujours aimé les langues. Et j'ai toujours aimé les langues par le biais de la musique, beaucoup. Enfin, j'ai écouté beaucoup de pop et de rock américaine et voilà. Anglaise. J'ai beaucoup aimé Police en particulier. Ce qui fait que c'est un peu avec Police que j'ai écouté et que j'ai appris l'anglais, en gros. On ne se posera pas la question si c'est mieux que les Beatles ou moins bien que les Beatles. Non, puisque la réponse est évidente. Donc j'ai toujours aimé ça. Enfin, j'ai toujours aimé en faire et j'en ai fait dans les échanges beaucoup. J'ai beaucoup voyagé en Allemagne avec les échanges scolaires tout simplement pour découvrir autre chose, en tout cas. Et maintenant, je vis à Berlin moi depuis 15 ans. Je travaille en allemand et je travaille avec les langues de fait. C'est-à-dire que en tout cas, j'aime beaucoup me mouvoir entre les langues dans ce que je fais. C'est-à-dire que, évidemment, je fais de la traduction, principalement. Donc, je prends des textes allemands et je les transpose en français. Je les traduis en français, texte écrit. Ça, c'est mon métier. C'est une pratique voilà, quotidienne. Une de mes pratiques quotidiennes constantes. Donc, c'est un métier. Et là aussi, ce serait un long sujet sur ce que j'en fais. Mais comment ça se passe, par exemple là? Oui. Est-ce que tu lis ton truc en allemand là? Tu as une phrase. Est-ce que tu la traduis automatiquement en langue, dans ta langue maternelle, ou est-ce que en fait tu l'as essayé de la comprendre dans le contexte socioculturel allemand et après tu te dis ok, qu'est-ce que ça pourrait être une reproduction de ce contexte en français et qu'est-ce que je pourrais dire en français, tu vois? Ou alors est-ce que c'est les mots qui arrivent un par un comme Google Trad? J'ai essayé de répondre comme ça. J'ai plusieurs façons d'aborder les langues. Il y en a une, c'est pour la matière professionnelle, c'est traduire. Pour traduire, il faut que je comprenne ce qu'il y a dans ce texte qui est devant moi. Il faut que je comprenne ce que dit Angela Merkel quand elle parle, ce qui n'est pas évident, pas toujours en tout cas, et pour le traduire en français. Pour le traduire d'une façon qui soit comprise par des lecteurs francophones. Et il y a mon quotidien ou mon jeu, donc il y a mon quotidien, ma vie quotidienne, qui est que je parle en français ou en allemand suivant les besoins des gens qui sont en face de moi. Est-ce que je vais faire des courses, je vais parler en allemand, je suis dans ma famille, je vais parler en français, et puis je suis avec des amis plus germanophones, je vais être un peu entre les deux, sans réfléchir trop. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose où je me dis j'aimerais quand même vraiment bien le dire en français. Ça arrive, mais en fait parler allemand c'est normal, ça a une certaine normalité pour moi.
C'est pas dans le quotidien et dans des relations commerciales ou professionnelles. Et il y a le jeu. Le jeu se fait dans la traduction et il se fait aussi dans le théâtre ou avec des jeunes quand on fait du théâtre en français, des jeunes allemands avec qui on fait du théâtre en français, ou avec des jeunes adultes avec qui on fait du théâtre d'improvisation. Et là je prends tout. C'est-à-dire que j'adore travailler avec des gens qui vont avoir plus de mal à parler en allemand ou qui vont avoir plus de mal à parler en français. J'aime le fait de les accompagner dans le fait d'être à l'aise là-dedans, de se dire c'est pas très grave si je parle pas très bien allemand, c'est pas très grave si je parle pas très bien français, parce que là on fait autre chose, là on fait une scène, on raconte une histoire. Donc là on va pouvoir s'amuser avec ça. Et tout ce qui va sortir un peu dans n'importe quel ordre et un peu mal, on va s'en servir pour faire quelque chose d'intéressant. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà. J'essaye de... Ouais, donc c'est-à-dire que l'idée c'est de profiter de l'activité théâtre, donc c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas, c'est pas grave en fait, ça va être du jeu, ça va être de l'expression des émotions, de communiquer, passer un message, c'est de prendre ça et tu as dit je prends tout. Mais donc, qu'est-ce que c'est tout? Par exemple, c'est quoi par exemple si je fais une erreur, tu disais si on fait une erreur c'est pas grave, mais qu'est-ce que c'est l'erreur? Comment elle vient? Pourquoi? Si il y a un truc qui bloque par exemple pour parler une langue étrangère, c'est je sais pas dire ce truc-là, donc j'ai la structure de phrase, j'ai les 4 premiers mots, mais il y a un mot de vocabulaire que je sais pas, que je peux pas inventer, je peux pas le sortir de l'œuf, et après je saurais à peu près me débrouiller pour la fin de la phrase. Et la phrase n'est pas dite à cause d'un mot de vocabulaire, ou d'une structure de phrase, ou d'une concordance des temps, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est je prends tout? C'était ça ma question. Parce que je prends tout, ça veut dire que quand on va faire, là je reviens au théâtre et à ce qu'on fait en théâtre d'improvisation franco-allemand ou en théâtre franco-allemand ou international d'ailleurs, parce que j'ai joué en italien, j'ai joué en espagnol, on a joué avec des équipes qui parlaient d'autres langues qu'on ne parlait pas, on a fait un spectacle où il y avait je crois 9 langues sur scène, jouées par 6 acteurs différents et ils ont tous joué dans quasiment toutes les langues, avec toutes les incompréhensions évidemment et les malentendus que ça implique. Quand je dis je prends tout, ça veut dire que tout ce qui arrive sur scène est important. On va avoir un espace où on va jouer, où on va être sécurisé, on va jouer, on va s'amuser, et on va jouer, on va raconter quelque chose. On ne sait pas encore comment, mais on va le raconter. Et ce que je dis est important, oui, mais ce que je fais, comment je le fais, comment je le dis, comment je me tiens, comment je parle, à quelle distance je suis de l'autre, tout ça, c'est largement aussi important que ce que je dis comme mot. Oui, je suis empêché, je ne peux pas dire exactement ce que je voulais dire. Eh bien, tant mieux. Eh bien, mais je voulais dire ça. Mais c'est pas grave. Tais-toi, ça marchera très bien. Mais je voulais dire ça. Oui, mais tu peux pas le dire, il va falloir le montrer. Et il y a un dicton que j'aime beaucoup, c'est on veut pas savoir, on veut voir. Quand je suis face à une scène, je ne veux pas qu'on me raconte tout ce qui se passe, je veux le voir, je veux le vivre. Je suis spectateur, je veux voir ça. Je veux voir cette scène, je veux voir cette scène d'amour, je veux voir cette scène d'amitié, je veux voir cette scène de conflit chez le dentiste, je ne sais pas, je veux voir ce qui se passe entre les personnages. Je veux pas qu'on me raconte tout et qu'on me décrive tout. Alors là, c'est le personnage de droite, alors celui-là, il est très amoureux de celle de gauche, et puis depuis 15 ans, il fait ci et ça, etc. Ah oui, d'accord, mais je veux le voir. Je voudrais que quand le personnage rentre sur scène, je commence à m'intéresser à eux, à m'attacher à eux, et à voir ce qui se passe, et à le découvrir par moi-même. Et pour ça, j'ai pas besoin de beaucoup de texte. On pense... Oui, ça facilite la tâche pour plein de choses. Mais en fait, ça rend cet exercice moins stimulant aussi. Ok. En tant que metteur en scène, moi, mon principal travail, c'est
Généralement, tout est là. C'est-à-dire, je dis un truc que j'ai jamais dit. L'acteur rentre sur scène la première fois pour faire son monologue, to be or not to be, je sais pas quoi. Généralement, tout est là. C'est-à-dire que la première fois qu'il rentre, c'est un essai. Hein. Je lui dis, on fait ça comme ça. Tout est là. Il reste plus qu'à tirer les fils. Tu vois, il a à peu près l'émotion, il a compris son texte, à peu près ce qu'il disait, quoi, ses intentions. Il a un peu des trucs du corps, mais c'est rien. Il y a vraiment Et mon travail, ça va être de le tirer. C'est-à-dire, en fait, je prends ça et je tire jusqu'à temps que ça soit intéressant pour le spectateur. Donc aussi bien sur la texture de voix que sur la manière de dire les textes, que sur le corps, que sur les émotions, que son rapport à l'imaginaire, son rapport au public, son état physique, etc. En impro, donc ce que je vois de l'impro en spectateur, c'est que tout ça, ça arrive directement. Donc tu parlais des amoureux là, donc ces deux amoureux qui arrivent sur scène, on voit qu'ils sont amoureux directement et il n'y a pas le metteur en scène qui a fait tout ce travail jusqu'à temps qu'on voit qu'ils soient amoureux. On a vu, on n'a pas besoin de le dire, on le voit. Donc comment vous vous entraînez, comment tu entraînes en fait les acteurs pour qu'ils soient directement dans le truc et qu'il saute cette étape de travail, du moins il la saute pas, il la passe autrement. Alors, il y a une phrase célèbre qui est que l'improvisation ça se travaille. Oui. On croit que bien sûr ça ne s'improvise pas. En fait ça s'improvise quand même, mais il y a du boulot derrière et le but du jeu, pour beaucoup de ceux qui commencent ou de ceux qui apprennent l'improvisation, qui découvrent l'improvisation. Moi, je parle beaucoup d'ateliers de théâtre d'improvisation plus que de cours, parce qu'on travaille. L'anglais le dit bien aussi, workshop, c'est l'endroit où on travaille. On travaille des choses. Et l'objectif, ça va être de découvrir à quel point, quand tu dis tout est là, à quel point, avec très peu, on peut faire quelque chose. Et qu'on n'est pas obligé de faire l'intéressant pour être intéressant. Très vite, un corps sur scène va nous donner quelque chose. Et à nouveau, le multilingue est intéressant pour ça, c'est-à-dire que jouer pas dans sa langue maternelle me contraint à être moins bavard. Je vais moins parler avec des mots, il va falloir que je sois clair avec mon corps. Et très vite, ou immédiatement la plupart du temps, il va falloir que moi je sois clair et que mon partenaire soit clair et que je le regarde et que je l'écoute et que je vois tout ce qu'il est en train de me donner et tout ce qu'il est en train de donner au public. Parce que le public, lui, il voit tout. Et on a l'impression que souvent on arrive sur scène et on se dit faut que je fasse un truc, alors, faut que je fasse un truc, et en fait là je suis déjà en train de faire un truc. Je regarde paniqué. Une bombe, super, on va fabriquer une bombe. Oui, d'accord, on peut commencer par la Troisième Guerre mondiale, mais on n'est pas obligé, on peut commencer par des choses simples. Et de partir d'une petite chose, et de ça, de le monter au fur et à mesure. Après, l'efficacité de la scène dépendra de comment on la travaille. Est-ce que la scène d'improvisation est passionnante tout de suite ou pas? Ça dépend vers quoi je veux me diriger. Est-ce que je veux faire un format court de 3 minutes ou est-ce que je veux faire un format long? On va prendre le temps. Ouais. L'acteur qui rentre sur scène, il faut qu'il comprenne que tout ce qu'il fait est important. S'il a bu un verre ou s'il veut boire quelque chose parce que c'est le premier truc qui lui passe par la tête ou qui lui passe par la main parce qu'il vient de faire ça et qu'il a trouvé un verre parce qu'en fait il a mis sa main devant lui et que là il a découvert son verre, qu'il commence à le boire, eh ben il ne faut pas qu'il se dise c'est une idée de merde. Hop, je bois mon verre et de toute façon il l'oublie après parce que ça l'intéresse plus, il pense au truc d'après. On va commencer par ça. Ton première idée c'est de boire, très bien, bois ton verre, et bois-le vraiment. Et ça va nous faire le spectacle. Et ça va nous faire la scène de 3 minutes. Ouais. Peut-être qu'en solo, probablement plutôt en duo, en trio, à plusieurs. Après, ce qu'on donne comme parce que là ça reste un peu sec.
On travaille sur plein de choses, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'écoute, sur des petits jeux de je prends, je donne, c'est un classique, sur des exercices de mime très simples où on fait des actions très vite, parce que l'action aide à poser l'activité, faire quelque chose, tondre la pelouse, faire du jardinage, faire le service dans un restaurant, etc. Tout ça va aider à poser des situations plus facilement. On travaille sur les genres. C'est un grand classique du match d'impro. Est-ce qu'on va faire des westerns, science-fiction, etc. Tout ça nous projette tout de suite dans un univers où on a quelques repères. Ah oui, d'accord, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, plutôt que partir dans du vide, ce qui est toujours un peu inquiétant en tout cas. Donc on travaille sur différents éléments, sur des personnages, des lieux, des situations. Évidemment, on va chercher à faire des personnages assez vite, on va chercher à poser des lieux, et de ça vont naître des situations. Donc on donne à manger aux comédiens, on leur dit aujourd'hui on va faire du western, vous allez voir, ça va être rigolo, très bien. On leur donne un cadre. On leur donne un cadre, oui. Dans lequel ils vont boire un verre d'eau. Par exemple. Et ils doivent se concentrer sur le verre d'eau. Sur le verre d'eau, bien sûr. Et un exercice que j'adore et qui peut servir à la plupart dans beaucoup de scènes en tout cas, qui consiste à arriver avec déjà un état dans lequel on se sent, ou plutôt un trait de caractère principal, et qui est heureux, triste ou en colère, très bien. Une activité, on peut demander au public qu'est-ce que fait faire la personne, elle va faire du tricot, très bien. Est-ce qu'elle sait en faire ou est-ce qu'elle ne sait pas en faire? Elle sait en faire, très bien, elle sait faire du tricot, et est-ce qu'elle aime faire ça? Ok, donc j'ai un gars qui est triste, qui fait du tricot, qui sait en faire, et qui n'aime pas trop ça. Très bien. Il va arriver sur scène, et l'autre va faire la même chose, avec une autre émotion. Les deux vont se passer comme ça, face à face, et vont simplement faire attention à ce que fait l'autre. À se mettre bien l'un à l'autre, à réagir un peu. Et en 1 minute de je me mets dans mon personnage, je fais cette activité, je regarde ce que fait l'autre, il y a déjà une histoire qui va naître entre les deux personnages. C'est-à-dire qu'au bout de 30 secondes de ça, le spectateur voit et sait où sont ces personnages, par exemple. Est-ce que c'est leur métier ou pas? Est-ce qu'ils sont chez eux? Est-ce qu'ils sont dans une boutique? Est-ce qu'ils sont... Et on va le voir en fait. Et à partir de là, on va faire naître une dramaturgie entre les deux personnages qui naissent au fur et à mesure devant nous. Est-ce qu'on peut résumer ça à un rapport de confiance exacerbé entre le public et l'acteur qui fait que la moindre chose que je vais poser sur la scène va être acceptée par le public, va être acceptée par l'acteur, l'aller-retour va se faire de fait, sans chercher à ce que les choses montent, que la mayonnaise monte ou que les choses se fassent progressivement. C'est le principe même de l'improvisation, le préalable du public et le préalable de l'acteur. On part là-dessus et donc ça clash. Disons qu'il y a un temps de découverte qui est nécessaire au spectateur pour comprendre ce qui se passe sur scène. C'est-à-dire lui aussi, enfin les improvisateurs sont sans accessoires, ils n'ont rien. Ils arrivent avec, dans le meilleur des cas, ils ont 3 chaises, ils arrivent sur scène et ils n'ont rien. Donc on leur donne aucun indice, et tout se passe dans la tête du spectateur. C'est lui qui va se faire le film sur ce qui est en train de se passer sur scène. Et pendant... il va faire confiance, lui il va découvrir et il va pas se demander si c'est un comédien en train de galérer qu'il est en train de voir ou si c'est un personnage. Pour lui c'est un personnage, c'est évident, on a une scène, la scène a commencé, le comédien est entré sur scène, donc c'est le personnage, c'est lui. Et il commence à voir, etc. Bon, évidemment, il y a une partie de son cerveau qui dit oh, c'est balèze, on leur a quand même dit un ballon rouge, et là il va faire une scène avec un ballon rouge, c'est ça le thème, c'est quand même pas... Et il faut intégrer cette confiance, faut que les improvisateurs qui rentrent sur scène intègrent cette confiance-là, que tout ce qu'ils font va être intéressant si eux le trouvent intéressant, si eux ils s'engagent là-dedans, si eux ils incarnent ça vraiment. Si pour eux c'est pas intéressant ce qu'ils sont en train de faire, pour le spectateur ce sera pareil. Si eux ils y croient,
alors le spectateur va y croire aussi. Et si l'acteur voit un saloon dans un western, alors il y a de fortes chances pour que le spectateur le voit aussi. Il y a de la technique à régler, oui, il y a des choses techniques à voir sur le fait qu'effectivement on ne fait pas disparaître les objets qu'on vient de poser, sur le fait qu'une fois qu'on a fait le comptoir ici, il ne faut pas qu'il soit de l'autre côté de la scène, qu'il faut faire attention à qui rentre, qui sort de scène, etc. Bien sûr. Mais y croire, vraiment trouver ça important, et ouais, bah oui, c'est un accord tacite entre le spectateur et le comédien. Et je reviens sur le fait d'être... pourquoi ça va être intéressant, ou pourquoi ça va être passionnant aussi, ou en 3 minutes. Si on dit qu'on part sur des scènes courtes, on va avoir tendance à viser le milieu. Quand tu dis tout est là, c'est-à-dire à pas faire toute l'histoire on va pas faire un Shakespeare en fait en 3 minutes. On va pas avoir le début, le milieu. On va avoir un début, un milieu, une fin, mais qui vont quand même être très rapides. Donc est-ce que tu as vu ce spectacle Tout Shakespeare en 1 heure? Ouais. Enfin, j'en ai vu un qui était pas qui était pas super. mais bien sûr, enfin, et puis ça joue sur des plein de... Bref, je laisse ça de côté. Ce que je veux dire, c'est qu'on part en plein milieu de l'action. C'est-à-dire que si on veut jouer en sécurité, on se dit, soit il vient de se passer quelque chose de très important. Je sais pas, c'est le matin, ils prennent leur petit déjeuner, mais en fait, le couple s'est terriblement engueulé la veille. Et c'est un truc tacite entre les comédiens de se dire, on sait pas où on va, mais on sait qu'il y a une charge dans la scène qu'on va jouer. Ou alors, on est tout de suite en haut de la falaise, accroché à 3 doigts, en se demandant si on va tomber ou pas. Si on veut faire vite, en tout cas, si on veut faire une scène courte, on pose une situation, on pose une situation forte tout de suite. Mais après, c'est aussi très intéressant de commencer à l'inverse. On peut tout faire en impro. Tu fais du théâtre avec des enfants, tu diriges des groupes d'enfants et tu diriges des groupes d'adultes. On a vu dans plusieurs langues, etc. Quelle est la différence pour toi et qu'est-ce que ça t'inspire? Les groupes, disons qu'il y a la différence d'âge entre ces groupes-là, mais très souvent il y a aussi la différence de l'aspect volontaire de leur venue à mon atelier. C'est-à-dire que les participants adultes aux ateliers de la Libère ont choisi de s'inscrire et de tester l'improvisation. Peut-être qu'ils ont peur, peut-être qu'ils n'ont pas peur. Mais ils sont motivés, ils sont motivés. Ils viennent à 19h le lundi soir en se disant on va faire l'improvisation, ça me fait un peu peur, mais on va y aller. Souvent, les groupes de jeunes qu'on a, il y en a 3 qui sont vraiment contents d'être là, qui ne montrent peut-être pas trop, mais il y en a 3 qui se disent putain, on va faire un truc un peu différent pour une fois. Et il y en a 12 autres qui se disent putain, déjà le français d'habitude c'est pénible, mais alors là il faut qu'on se lève, machin. Donc il va falloir... Disons que sur la motivation, c'est quand même très différent. Donc tu vas travailler sur la motivation avec des gamins, et tu vas travailler avec quoi sur les adultes? Et les adultes, le but du jeu, pour beaucoup, ça va être de redevenir des gamins. C'est-à-dire qu'il va falloir débrider les adultes et il va falloir cadrer un peu les cadrer et leur donner envie de se montrer. Et donc, de toute façon, tout ça revient à la dynamique de groupe, c'est-à-dire qu'on veut que les gens aient confiance dans l'endroit où ils sont. Donc les adultes, il faut qu'ils se rencontrent un peu, etc., par des petits jeux, qu'ils se libèrent en disant « Ah, c'est rigolo, je prends, je donne, super, on va faire plein de jeux pour ça. » Et on se détend au fur et à mesure comme ça. Les jeunes, ils ont ça, mais si c'est des ados, par exemple, ou pré-ados, ils vont pas forcément avoir envie de faire des trucs super rigolos tout de suite. Ils vont trouver que entre un truc rigolo et un truc ridicule, il va y avoir une frontière qu'ils vont trouver très rapidement. C'est-à-dire qu'ils vont dire non mais je fais pas ce truc, moi je fais pas les cow-boys moi. C'est bon, j'ai pas 8 ans. D'accord ? J'ai pas 8 ans, je fais pas le cow-boy. Donc on va faire des choses très simples pour les sécuriser. D'abord on va faire des espaces très clairs, on va commencer par un cercle, on va se lever, on va voir qu'on a de la place, que c'est bien, qu'on va faire des choses simples. On va leur faire un petit jeu dans lequel ils vont dire « Je m'appelle Mike, je m'appelle
Vanessa, ça c'est des phrases qu'ils peuvent faire en français, ça va être super. Et ils vont s'apercevoir qu'ils peuvent faire des choses et qu'on n'y va pas trop vite. Ouais, donc tu parles de sécuriser. Ouais. Moi, je pense qu'il faut sécuriser aussi bien un groupe d'adultes qu'un groupe d'enfants. Et de débrider, Ouais. de trouver les frontières du ridicule, Et du drôle. ou du drôle, ou plaisir. de ça je le fais, ça je le fais pas. Parce que je pense qu'il y a les mêmes frontières dans les adultes et les enfants aussi. Elles sont pas au même endroit, elles sont pas dans le même. Les adultes vont très vite intellectualiser, par exemple. Ils vont être verbeux, très vite, parler, tout ça. Alors que les enfants, beaucoup moins, ils vont être plus dans la bagarre, dans le contact. Ouais. Est-ce que je sens que tu as une anecdote, un truc à nous raconter? Non, je repensais simplement aux exercices de marche entre adultes et jeunes, et il y en a que je fais plus avec des jeunes parce que l'impression de comment dire, parce qu'on peut se perdre beaucoup plus vite et que les adultes vont essayer même s'ils comprennent pas parce qu'on leur a dit de le faire en fait. Il y a un truc bête qui est on m'a dit de le faire, alors je vais essayer. Les jeunes qui sont là, ils font ah, il m'a dit de le faire ça, et ben c'est bien con comme jeu, et ça me fait pas rire du tout, je vais bien lui bousiller son truc, vite fait, bien fait. Ouais. Aucun intérêt. Il faut, en tout cas, ce qui est très clair dans ces deux configurations, c'est que il faut. Et c'est ce qu'on fait avec Talingua, on va leur donner la parole. C'est-à-dire que quand on est dans des groupes de jeunes, il faut leur faire comprendre que d'abord on va faire des choses de théâtre, on va apprendre à se tenir d'une certaine façon, à exprimer une émotion peut-être, à bouger d'une certaine façon. On va expérimenter des choses comme ça, et qu'au fur et à mesure, c'est eux qui vont faire de plus en plus de choses. C'est eux qui vont raconter un truc, qui vont faire une scène avec 3 ou 4 autres, qui vont raconter une histoire à eux. Il faut qu'ils le voient, ça, parce que sinon... Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui m'intéresse. Disons que je suis pas là pour leur faire monter Molière en 4 heures. Je suis là pour qu'ils prennent la parole en français, qu'ils s'amusent avec ça, et qu'ils découvrent quelque chose là-dedans. Les adultes, eux, a priori, ils savent qu'ils sont là pour se marrer. Ils ont décidé d'être là. Donc disons que c'est un aspect, évidemment, que je vais leur laisser la liberté, mais ça, ils le savent. Ils n'ont pas besoin d'être titillés au fur et à mesure. On fait un petit peu ça. Regardez, vous pouvez déjà faire ce que vous voulez là. Et puis là, on fait un truc que vous savez vraiment faire, les jeunes. Ça, vous savez le faire. Vous avez vu, on l'a fait il y a 5 minutes. On le refait, on l'amplifie, etc., etc. Je sais pas si c'est... C'est super bien. si, j'adore. Il y a... Pour tout metteur en scène, pour tout coach d'improvisateur, il y a ce problème, ce véritable défi de dire les gars, il va falloir donner un peu plus. Parce que c'est tout petit. Vous avez l'impression de votre endroit, de votre point de vue, que vous déchirez la baraque, que vous faites des efforts surhumains pour traverser la scène comme un guerrier dans la boue. Et en fait, c'est minuscule, quoi. Donc, comment tu fais pour que ça envoie, quoi? Je pense beaucoup à mes maîtres, n'est-ce pas? Et dont un qui s'appelle Philippe Saïd. Et j'ai animé un stage d'une semaine avec lui. J'ai animé plusieurs stages avec lui, mais dont un vraiment sur 10 jours plutôt. Dans la Drôme, en français et en allemand. Et Philippe Saïd est un improvisateur d'une grande expérience qui interrompt toujours les scènes. Donc il lance des improvisateurs et au bout de 30 secondes il lui dit « Toi fais plus ça, stop, fais plus ça, toi on n'a pas bien suivi, reviens en arrière, etc. » Moi je le fais pas beaucoup, j'interviens pas beaucoup pendant les scènes. Je mets en valeur ce que j'ai vu et je leur dis ça là, ça c'était super. Le moment où tu es entré, ah bon, j'ai fait quoi? Je fais, ben, t'as regardé, chouette, par exemple, t'as regardé ton partenaire un tout petit peu, puis t'as baissé la tête, et puis tu l'as regardé à nouveau. Ah bon, j'ai fait ça? Ben oui, t'as fait ça. C'était un mouvement naturel, tu l'as fait. Donc,
refais-le, mais vois ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire de toi, qu'est-ce que ça veut dire et vois où ça te mène. Et comment dire, souvent, en fait, les improvisateurs dévalorisent ce qu'ils font au fur et à mesure. Je fais ça et puis finalement, c'est pas très important. Ou alors, ils font des choses super fortes, mais elles n'ont aucun impact sur leur personnage. Et là, ça pose un problème. Ils se tuent par exemple et ils sont capables de courir comme des lapins 3 secondes. Alors ça c'est vraiment la base. C'est que si je t'envoie une tomate sur la tête, il va falloir que tu la reçoives. Ok. Et ça c'est du slapstick et que si vraiment tu développes, ça va vraiment couler, etc. Tu en auras partout, etc. Ça peut être très amusant. Mais aussi, il faut que ça te fasse quelque chose émotionnellement en tant que personnage. C'est-à-dire que soit tu es humilié, soit tu es en colère, soit tu as envie de te venger, soit tu as envie de pleurer, mais il faut que ton personnage réagisse à ça. Si les personnages qui arrivent sur scène ne réagissent à rien au sens émotionnel des choses, ce à quoi pensent pas forcément les improvisateurs quand ils rentrent sur scène, alors moi en tant que spectateur, je vais pas être émotionnellement impliqué là-dedans. Je vais voir un truc d'action sympa, comme un blockbuster hollywoodien, et je vais me dire, même si on a très bien fait, hein, et je vais me dire, bon c'est super, j'ai vu, ils ont construit une fusée, ils sont allés sur Mars, ils sont revenus, c'était bien rigolo, on a bien vu Mars et tout ça, mais bon, ouais c'était rigolo quoi. Si les personnages, il leur arrive des émotions, et en fait les improvisateurs, beaucoup pensent que c'est pas très important. Ils ont fait alors d'habitude ils font pour dire qu'ils sont tristes. Alors il faut leur expliquer qu'ils sont pas obligés de faire comme ça, d'accord. J'ai pas envie que tu m'expliques que tu es triste, tu peux le jouer juste simplement et on va le voir. Un regard peut me suffire à me montrer que tu es triste. Et puis tu vas continuer à le porter après. Ton personnage, et donc toi tu vas continuer à l'avoir après. Tu vas pas faire triste, joyeux, triste, joyeux, triste, joyeux, rien. Fin de scène. Et faire durer ça, en fait, c'est souvent un des premiers objectifs parce que, enfin, c'est pas un des premiers objectifs, mais c'est un objectif qui va venir assez vite pour que les scènes prennent en épaisseur. Donc tu vas reprendre, pour le coup, ouais, c'est dur parce que l'impro c'est une fois quoi. C'est une fois. Donc tu vas reprendre les scènes en leur disant ça c'était intéressant sur l'émotion, ça c'était intéressant sur les gestes, les inconscients, la manière de faire, pour essayer d'habituer et à s'écouter en train de faire les choses. Ouais, c'est ça. C'est à faire attention à ce que fait l'autre, mais à ce qu'on fait soi-même aussi. Donc évidemment, on va avoir des choses très importantes, mais très physiques. Si je te pousse, tu tombes. Si je t'envoie quelque chose, tu l'attrapes, etc. Les objets ont une consistance. Ça c'est une chose, mais aussi les personnages sont là et ce qui va nous intéresser c'est leurs relations et c'est leurs émotions. Si on joue pas ça, et on le joue pas parce qu'on oublie en fait, parce qu'il y a du stress, on arrive sur scène, il faut faire un truc, hop, je t'envoie un truc, tu m'envoies un truc, etc. Et on se dit, ouais on fait de l'action, et c'est très bien l'action, mais s'il n'y a pas d'émotion derrière, ça va perdre de son intérêt. Mais on peut, enfin, ça m'arrive aussi d'arrêter des scènes au bout de 30 secondes en disant ah, tu m'as déjà joué 3 scènes en une. En 30 secondes, il est monté sur une échelle, il est tombé, il est passé dans un trou, il a regardé en haut et puis il a vu les extraterrestres arriver. Et j'ai fait une fois, d'accord. Une fois dans une soirée, d'accord. Mais on peut pas faire toutes les scènes comme ça, les gens s'épuisent. Est-ce que tu connais cet exercice qu'on travaille avec le masque, ou avec les masques neutres ou le masque larvaire, où tu as 2 personnages qui ne se voient pas, donc ils regardent le public, ils sont un petit peu décalés, un qui est plus devant l'autre, et celui qui est derrière tombe amoureux de celui qui est devant, et celui qui est devant s'aperçoit que l'autre qui est derrière tombe amoureux de lui. C'est juste ça. La scène c'est ça. Et ils se parlent pas, et ils se regardent pas. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Oui, et là, pour le coup, t'es obligé. Enfin, je sais pas, c'est ce genre de truc. On peut jouer avec des contraintes de texte, c'est-à-dire qu'on peut avoir, et c'est même un jeu d'improvisation qui se joue aussi sur scène, c'est-à-dire qu'au bout de 3 phrases, la scène est terminée. Ah, génial. Oui. Donc, quand on aura dit la 3e phrase dans la scène, c'est fini.
Donc elle peut durer 3 minutes ou elle peut durer 10 secondes, hein, si on a des improvisateurs un peu distraits. Et ça, on peut le symboliser aussi, c'est un exercice qu'on faisait avec plaisir. Donc chaque improvisateur avait 3 répliques pour le coup. Il avait des pinces à linge sur lui. C'est-à-dire que ça lui faisait prendre conscience que, ah là je viens de dire bonjour, ça va. Parce que c'est un truc qui ne sert jamais à rien, mais jamais. Jamais, enfin... Et hop, il jette une pince à linge. Je fais, ah, il me reste 2 trucs à dire. En plus, c'est très esthétique, ça fait effeuillage. Oui. Bientôt, je vais être à poil. Bientôt, j'aurai fini de dire ce que j'ai à dire. Il va falloir faire autrement. Il faut faire avec des vêtements, carrément. Est-ce qu'il y a des moments, pendant que tu travailles, pendant que tu fais du théâtre, est-ce qu'il y a des moments où tu te sens heureux, où tu décolles un peu, tu vois? Tu te dis, ah putain, là, c'est un peu... j'approche le nirvana, la félicité. Et quels sont ces moments? J'ai commencé à faire du théâtre et à faire du théâtre d'improvisation il y a un peu plus de 10 ans, 15 ans, quelque chose comme ça, un peu plus de 10 ans. Et du théâtre, du théâtre, ça fait, oh mon Dieu, on vieillit, ça fait 20 ans. Mais plus intensément, disons, du théâtre d'improvisation depuis 10 ans. Et j'ai remarqué aussi que je le faisais parce que quand j'étais en atelier, j'étais d'une attention et d'une focalisation que j'avais très rarement à part ça. C'est-à-dire que diriger un atelier d'improvisation, regarder ce qui arrive, regarder les participants arriver au fur et à mesure, discuter un petit peu et puis après se mettre prêt pour commencer un échauffement, puis pour faire des exercices peut-être un peu plus difficiles, ou avoir cette petite palpitation quand l'exercice devient un petit peu plus difficile ou parce qu'on l'a vraiment bien réussi. Tout ça fait que moi, pendant ce temps-là, en tout cas, j'ai une forme de bonheur assez, en soi, déjà assez élevée. Je ne vois pas passer ce temps-là. Je suis obligé de le regarder passer parce que je sais que j'ai un certain temps pour faire certaines choses. Il faut suivre ce qui se passe dans une séance. Mais je suis ravi de ce que je fais à ces moments-là. En fait, je m'oublie quoi. Il y a un côté où je m'oublie, en étant très conscient de ce que je fais et de ce que j'ai à faire. Mais je me regarde assez peu faire. J'ai du recul sur ma pratique, je pense, mais en tout cas... je ne suis pas en tout cas au cœur de ma propre attention. Le groupe, les gens, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre les participants? Qu'est-ce qui se passe sur scène quand ça joue? Qu'est-ce qui se passe dans le public quand le public regarde, même les participants, je veux dire, qui regardent leurs camarades jouer? Je suis entièrement avec eux. Et ça, je trouve ça incroyable comme sensation. Et c'est quasiment tout le temps. Après, il y a des... niveau d'extase plus ou moins élevé quand même. Oui. Je pense à quoi? Je pense au dernier spectacle qu'on a joué qui était multilingue avec donc 6 acteurs, un pianiste dans la Maison de Russie qu'on a joué en octobre 2020 et qu'on a joué devant 150 spectateurs et c'était l'aboutissement d'un certain type de spectacle. Parce qu'on a joué, donc je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'était 8 langues, quelque chose comme ça. Il y avait du français, il y avait de l'anglais, il y avait de l'italien, il y avait de l'allemand. Il n'y avait pas d'anglais. Polonais. Parce qu'on l'a supprimé pour lutter contre l'impérialisme anglophone. Il y avait du russe, du grec, du polonais, et du danois. Non, il n'y avait pas Croatie ou serbe, non? Non, il n'y avait pas. Non, je confonds. Ouais, et il y avait du russe, du polonais, du grec. Italien, français, espagnol, allemand. Et on a joué un spectacle d'1h15 avec ces improvisateurs. On a chanté dans toutes les langues, on a joué dans toutes les langues. Et de montrer que en partageant, comment dire, on joue l'humanité sur scène, quoi. Il y a un côté quand même comme ça. C'est-à-dire que le théâtre, à un moment donné, la scène représente l'humanité. On a
des joueurs qui se connaissent, mais ils vivent pas ensemble non plus, hein, qui créent des histoires pour un public dans ces Babel, c'est toutes les langues en train de communiquer. Et évidemment qu'ils parlent pas toutes ces langues, mais quand même ils trouvent un terrain d'entente pour raconter des choses que le public trouve intéressantes. Évidemment, le public ne parle pas toutes ces langues. Et le public ne parle pas toutes ces langues non plus. On crée un instant unique autour du plateau. Ouais. Voilà, et ça c'était pour le côté spectacle. Tu sens qu'il y a une certaine félicité là-dedans. Oui, à la fin de ça, je me suis dit, on commence à avoir... Parce qu'on fait des matchs habituellement déjà en 2 langues, ce qui est déjà suffisamment challengeant, on dirait. Arriver à faire un spectacle en 7 ou 8 langues, ça commence à... je trouve ça fascinant. Non mais bien sûr, chapeau, évidemment. Et des moments de bonheur en atelier, oui, il y en a plein. Enfin, de voir des participants prendre confiance et être de plus en plus prendre confiance, mais en fait prendre suffisamment confiance pour être fragile sur scène, pour accepter d'être vulnérable sur scène, pour être suffisamment disponible et sincère pour jouer une scène qui va vraiment te toucher. Ça, je trouve c'est ce que je cherche, vraiment fondamentalement. C'est du fun, hein. C'est du fun de faire des matchs d'impro et tout. Mais réussir à faire des scènes qui veulent dire quelque chose en 3 minutes, en 5 minutes, en 10 minutes, ça veut dire que les improvisateurs y croient aussi, quoi. Ouais. Et qu'ils acceptent de prendre ce risque. Parce qu'ils savent pas où ça va. Mais c'est là, ouais. Il y a beaucoup de professionnels du théâtre qui cherchent ça, qui cherchent pas l'acteur parfait qui balance son show et qui c'est fini, l'acteur professionnel, tu vois, non, mais qui cherche justement pas la faille, mais le fragile, quand c'est un peu c'est là, c'est parfait, tout est bon, mais on est sur le bord de la rupture, quoi. Ouais. Enfin, je ne citerai personne, mais j'ai beaucoup de noms d'actrices qui me viennent sur scène, qui viennent en tête. Ouais. Et encore un truc que j'aime beaucoup, je suis désolé, je fais un peu long là-dessus, mais c'est comme sur le reste. Mais c'est que c'est des groupes qui se constituent. C'est-à-dire que on fait des équipes d'impro, on fait des groupes qui jouent ensemble et qui s'habituent à ça, et qui se trouvent aussi comme ça. Il y a des gens qui se sont rencontrés en atelier d'impro et qui ont fait plein de choses ensemble, dont des familles. Et il y a aussi cet équilibre fascinant qui est dans tous les groupes. On dit souvent on dit pas souvent, mais il y a une classification que j'aime bien en joueurs d'improvisation. Évidemment, c'est juste une orientation, mais ceux qui sont les joueurs de tête, ceux qui sont les joueurs de cœur ou de ventre, ça dépend un peu comment on voit la chose, et ceux qui sont les facteurs X. Donc ceux de la tête, ils construisent l'histoire, ils savent toujours bien comment rattraper les trucs quand ça part complètement en sucette et qu'on comprend plus rien. Il y a des joueurs très forts en émotion qui amènent beaucoup d'intensité dans les scènes. Et il y a les facteurs X, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs, on ne sait jamais qui vont être dans une scène. Ils arrivent, et ça chamboule tout. Et une fois ils font ça, une fois ils font autre chose. Et je trouve que tous ces joueurs-là, les faire jouer ensemble, ça donne des choses fascinantes. Et j'aime beaucoup voir ça. J'aime beaucoup voir la diversité de ces joueurs. Et ça se retrouve à la fois dans la Libère, j'espère, dans les groupes qui se constituent comme ça. C'est des gens différents qui font du théâtre ensemble. Et ça se retrouve dans les spectacles d'improvisation auxquels j'ai participé ou que j'ai joué quand des joueurs se retrouvent pour ce soir-là. Ces joueurs-là ne joueront ensemble que ce soir-là. Ils se connaissent pas. Ils se connaissent pas ou ils se connaissent pas très bien. Il y en a qui se connaissent, il y en a qui se connaissent pas. Et on va avoir on va faire un spectacle d'1h30, 2 heures ensemble. Et je trouve ça magique. Denis Aubert, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était super intéressant. Ouais. Maintenant, on va aller se boire une bière parce qu'on est à Berlin. Avec plaisir. Ça marche. À bientôt. À bientôt.